Bonsoir à tous et merci d'être présents sur ce webinaire et c'est un réel plaisir pour moi d'être avec vous. Je suis Jérôme Lipovic et je suis omnipraticien avec un réel penchant pour la chose numérique pour ceux qui me connaissent. Alors ce soir, oui, c'est un réel plaisir en tout cas de partager ce que j'ai appris ces dernières années et puis surtout même je dirais presque ce que j'ai appris ou ce qu'on a découvert à l'Académie de chirurgie guidée ces derniers mois, puisqu'il y a eu tellement de choses nouvelles qui sont apparues en la matière. Le numérique, c'est quand même un domaine dans lequel les choses vont quand même assez vite, et même d'autres deviennent assez vite obsolètes. Je voudrais aussi remercier WH et Hostel qui soutiennent les projets de l'Académie de chirurgie guidée. Et voilà, là aussi, c'est toujours un réel plaisir de travailler avec eux, donc merci encore à eux cette fois-ci. Donc ce soir, nous allons parler de mise en charge immédiate et de tous les outils numériques qui nous permettent de réaliser cette procédure en unitaire ou en plural. Ce sont des outils qui sont sincèrement utilisés réellement au quotidien. L'extraction implantation immédiate, c'est quelque chose qui est réalisé déjà depuis bien longtemps, c'est validé scientifiquement depuis plus de 15 ans, et ça répond à une demande, la demande d'un patient qui ne veut pas se retrouver transitoirement édenté ou avec une solution amovible le temps de l'ostéo-intégration. Donc après quelques rappels fondamentaux, à la fois sur la stabilité implantaire et sur le numérique, je vous présenterai 3 cas cliniques. Un premier, un cas unitaire, où il s'agira de remplacer une incisive centrale. Un second, où là, il s'agira plus d'un bridge, toujours dans le secteur antérieur, avec une demande esthétique à laquelle il faudra répondre. Et puis un troisième cas, celui d'un édenté complet, pour lequel on vous présentera quelque chose d'assez original. Petit rappel théorique donc, en termes de timing, il faut savoir dans les procédures de réhabilitation implantaire, eh bien, on a 4 possibilités après une extraction. La première, c'est que on peut très bien réaliser, bien sûr, ce sera le sujet du jour, une extraction avec implantation immédiate, et donc là, on intervient à J0. C'est une classification de la 3e conférence de consensus qui établit qu'ensuite, le type 2, c'est une extraction et une implantation précoce avec une cicatrisation des tissus mous. C'est une fenêtre qui est très utile en cas de régénération osseuse guidée, car on va pouvoir refermer le site avec les tissus mous qui sont cicatrisés. Et là, on va intervenir entre la 4e et la 6e semaine sur un tissu encore ostéoïde. Le type 3, ensuite, c'est une situation où le remodelage osseux n'est pas terminé, mais il faut penser à enfouir encore un peu plus l'implant pour éviter une cratérisation, car malheureusement, on observe bien trop d'operculisation lorsqu'on intervient à ce moment-là entre le 3e et le 4e mois, mais pas toujours. Et puis le type 4, c'est une intervention où on va venir implanter sur un site totalement cicatrisé à 6 mois. Et aujourd'hui, donc, on va parler essentiellement du type 1. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur l'extraction de l'implantation immédiate, et puis 3/4 d'heure sont généralement insuffisants, et j'espère donc ne pas dépasser ces 60 minutes. On va se concentrer sur les outils numériques aujourd'hui. Si vous voulez tout savoir sur l'extraction implantation immédiate, nous vous conseillons une excellente revue littérature de 2019 dans le Périodontologie 2000, qui présente toutes les indications, les contre-indications, la gestion des tissus mous et des tissus durs. Donc c'est un excellent papier auquel vous pouvez vous référer. Je dirais presque, s'il n'y en avait qu'un à retenir, ça serait celui-là, et une conférence de consensus que je vous citerai après. Alors, un rappel théorique quand même qui est important, c'est qu'on sait d'abord que quoi qu'il arrive, le remodelage osseux se fera après une extraction, de manière plus ou moins importante, mais il se fera de toute façon. Il y aura toujours une perte osseuse qui sera centripète, donc de l'extérieur vers l'intérieur, de la face vestibulaire vers la face linguale. Elle existe aussi en linguale, mais disons qu'elle est quand même beaucoup plus importante et plus remarquée en vestibulaire. Et donc, positionner un implant sur un type 1, donc en extraction, implantation immédiate, dans une alvéole d'extraction, ça ne changera rien, ça ne permettra pas de conserver l'os. L'idée qui a été développée, c'est de poser un implant dans une position qui est palatine, à distance donc de la corticale vestibulaire, et de combler le gap entre l'implant et la face interne de la corticale vestibulaire avec un matériau à résorption lente, donc un biomatériau, pour préserver au maximum cet os. Mais de toute façon, on perdra toujours un petit millimètre. C'est quelque chose qu'on observe même donc lorsqu'on réalise des dual zones.
Et pour placer correctement un implant dans cette position palatine, on va avoir besoin des outils numériques. D'abord, le Conbeam, le CBCT, et un logiciel de planification implantaire, et d'aller même jusqu'à la création d'un guide chirurgical pour forer bien sûr, mais aussi pour placer notre implant. Et vous allez voir que ces outils numériques vont aider à poser l'indication d'extraction, implantation immédiate et de mise en charge immédiate. Il y a aussi des études biologiques qui ont montré que la création de cette dual zone, avec la mise en place de ce biomatériau à résorption lente, dans ce gap vestibulaire, va avoir un effet de ralentissement dans cette résorption osseuse. Cette situation, vous la connaissez, on l'a tous rencontrée, c'est une situation qu'on retrouve très fréquemment avec une incisive centrale, par exemple ici qui est condamnée. Eh bien, le Conbeam va nous aider à analyser d'abord le volume osseux et d'apprécier l'os disponible en apical, mais aussi en largeur et en mésodistal, pour anticiper la stabilité de l'implant à poser. Et l'objectif premier, dans tous les cas, on le rappelle, c'est vraiment d'obtenir une stabilité primaire, puisque qui dit extraction, implantation immédiate, dit déjà moins d'os disponible pour en créer un implant, puisqu'on va implanter dans une alvéole qui est inhabitée. Et là, autre élément important, ça va être le choix de votre design implantaire. Et ces dernières années, on a pu voir apparaître de nouvelles formes, de nouveaux designs qui se ressemblent maintenant plus ou moins, les firmes d'implants se copient les uns les autres, mais on a maintenant un bon choix de nouvelles formes d'implants, avec des nouvelles formes de spires très intéressantes, très agressives, avec une forme d'apex qui doit nous permettre d'obtenir une stabilité qui, dans les extractions implantation immédiate, parfois ne se fait que sur les 3 derniers millimètres de l'apex de l'implant. Alors attention aussi, quand on utilise ce type d'implant, avec un design qui est aussi agressif, on peut avoir des difficultés pour la mise en place. Ce ne sont pas non plus des implants qui sont faciles à poser. Donc on va placer classiquement dans un os où on a en palatin un volume plutôt dense, qui est fait principalement de corticale osseuse. En vestibulaire, bah, rien, puisque on est sur une alvéole, donc on n'a quasiment rien sur la quasi-totalité de la longueur de l'implant. Et puis à l'apex, on a un os dont la densité peut être parfois assez faible. Et donc, au placement de l'implant, à la fin, on risque de vestibuler l'implant et de perdre un bon positionnement. Donc c'est vraiment dans les dernières secondes de placement de l'implant, tout d'un coup, les choses peuvent basculer, et c'est le cas de le dire. Donc la chirurgie guidée statique, il y a 2 types de chirurgie guidée statique, donc qui utilisent des guides, des templates, donc on va venir clipper sur les dents, sur la muqueuse ou de manière mixte. Et puis il y a également la chirurgie guidée dite naviguée ou la navigation dynamique, il y a plusieurs termes qui sont consacrés, où là on n'utilisera pas des guides, mais c'est une chirurgie qui est à main levée. Ici, on a besoin d'utiliser ces guides qui vont venir se fixer sur l'arcade du patient, parce qu'il faut bien garder à l'esprit ce qu'est la précision en chirurgie guidée. Et la précision, à 100%, n'existe pas. Alors, je vais vous montrer comment s'intègre notre protocole d'extraction implantation immédiate et de mise en charge immédiate dans un flux numérique. Aujourd'hui, on a à notre disposition un très grand nombre d'outils numériques. On a l'empreinte optique, on a le scanner facial, des logiciels de planification, des logiciels de conception et de fabrication assistés par ordinateur. Et tout ça, ça va nous fournir une aide très précieuse et nous aider à travailler différemment pour planifier un implant, pour poser l'implant, pour valider sa stabilité grâce à un outil dont je vais vous parler tout à l'heure, qui nous est proposé par Hostel, et restaurer cet implant temporairement, mais immédiatement. Donc on va d'abord parler de chirurgie guidée. Pour nous, c'est une étape, évidemment, à l'académie, quelque chose de réellement indispensable. Seulement, nous attirons encore une fois l'attention sur la précision de cette technique. On rencontre encore trop souvent des confrères qui ont refoulé cette procédure parce qu'ils ont rencontré des difficultés et des déceptions à la première utilisation en termes d'ergonomie, de sensations et de résultats obtenus. Donc, la création d'un guide, il faut savoir que c'est la somme de très nombreuses étapes qui peuvent inclure des erreurs, et la somme de ces erreurs, de ces imprécisions, peut entraîner un résultat inattendu. Alors, qu'est-ce que dit la littérature là-dessus? D'abord, dans la méthode. Ce qui va être calculé en général, les méthodes qu'on retrouve le plus, c'est une mesure de la déviation entre la planification et le résultat obtenu. Entre les points d'entrée, les déviations entre les apex, et l'angle de déviation entre l'implant planifié
et l'implant qui a été posé. Et donc, on va citer cette sixième conférence de consensus de l'ITI qui a eu lieu en 2018, où on a 20 études, mais une seule randomisée contrôlée, qui a le plus haut niveau de preuve. Dans cette étude, on a eu 2238 implants sur 471 patients qui ont été analysés, et on observe, ce qui a été observé d'abord, c'est que pardon, je me remets dessus. On y est. C'est que la déviation entre les points d'entrée est de 1,2 mm, que la déviation sur l'apex est de 1,4 mm, et puis la déviation angulaire est de 3,5 degrés. Ce qui paraît peut-être pas beaucoup, mais c'est en fait énorme. Il y a une autre méta-analyse qui est très intéressante et qui a été réalisée par la même équipe 4 ans plus tôt, qui va comparer la chirurgie à main levée et la chirurgie totalement guidée. Et là, on observe une déviation de 0,4 mm entre le point d'entrée et également entre les deux apex. Donc, ça semble pas grand-chose. Mais ce qui va sembler le plus intéressant, en fait, c'est la déviation d'angle. La déviation d'angle qui a été mesurée ici, elle est de 1,5 degré. 1,5 degré, ça paraît vraiment pas grand-chose, mais en fonction de la longueur de votre implant, et puis aussi en fonction de la hauteur de la couronne clinique qui va être posée sur votre implant, la répercussion de ces 1,5 degrés peut être catastrophique pour la prothèse, pour le cul de vissage et puis pour d'autres éléments à placer. Donc ces chiffres, aussi petits soient-ils, ils peuvent être significatifs selon la situation que vous allez avoir. Pour revenir aussi à cette RCT qui a été utilisée, on a comparé des chirurgies à main levée contre des chirurgies pilotes, c'est-à-dire des chirurgies guidées sur lesquelles on va uniquement utiliser un forêt pilote, donc comme son nom l'indique, donc le forêt de 2 mm, le forêt de 2,8 éventuellement, et des chirurgies guidées full guided, donc des chirurgies guidées dans lesquelles on va non seulement réaliser le premier forage, mais toute la séquence d'instruments pour réaliser le flux d'ostéotomie, mais également poser l'implant. Donc l'implant va être posé directement à travers le guide chirurgical. Et donc là, vous voyez les matériels et méthodes, et le résultat qui est intéressant, le résultat qui est réellement intéressant, c'est qu'on a des bons résultats en termes de déviation, évidemment pour la chirurgie qui est entièrement guidée, qui est supérieure à la chirurgie pilote et qui est supérieure à la chirurgie à main levée. Mais le plus intéressant là-dedans, c'est que la déviation en termes d'angulation pour la chirurgie pilote est assez proche de celle qui est à main levée. Et finalement, on a une grosse différence entre la chirurgie pilote et la chirurgie main levée et la chirurgie entièrement guidée. Donc en fait, en fonction de la densité osseuse et du design implantaire, on peut encore avoir des fortes déviations, même si vous avez passé toute la séquence, et pas juste le pilote, hein, on est bien d'accord. Il y a donc un véritable intérêt dans les stratégies d'extraction, implantation immédiate, à placer aussi l'implant de façon guidée. Et je dis bien en guidée statique, non pas en guidée dynamique, puisque en guidée dynamique, les systèmes aujourd'hui sont de plus en plus précis. Il y en a deux majeurs aujourd'hui qui s'affrontent sur le marché dentaire. Ces systèmes sont quand même assez précis. Néanmoins, ça reste des chirurgies à main levée, et donc tout aussi précis que le système est, il ne pourra vous dire qu'en temps réel, finalement, que vous êtes en train de vous planter. Là où la chirurgie guidée statique va, quelque part, maintenir votre contre-angle, votre main, votre forêt, votre porte-implant dans une position idéale qui a été planifiée sur l'ordinateur auparavant. Alors bien sûr, on peut faire du rattrapage d'axe, on peut faire du rattrapage d'axe sur le pilier, sur la vis de prothèse, mais en termes biomécaniques, c'est dommage de se passer quand même de la possibilité d'utiliser la chirurgie guidée totalement, totale, full, et de se passer d'un bon axe implantaire dès le départ. Alors, la clé du succès et du bon positionnement implantaire, c'est pas forcément en termes de morbidité, parce qu'il a bien été démontré de toute façon, dans les papiers, qu'un implant posé à main levée, il tiendra très bien. Le problème, c'est le succès prothétique. Et la planification se révèle indispensable, réellement indispensable, même si vous n'allez pas jusqu'au bout, même si vous n'allez pas jusqu'à la chirurgie guidée. Utilisez votre ordinateur, arrêtez d'étudier des coupes de scanner sur papier ou sur négatoscope. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Travaillez donc sur un logiciel avec votre Conbeam pour étudier votre volume dans les trois sens de l'espace. Et qu'est-ce qu'on va chercher de manière générale, bien sûr, mais surtout dans les extractions implantation immédiate, eh ben, on va rechercher de la densité osseuse pour gagner en stabilité.
Et quand on travaille avec la technologie du cone beam, il faut savoir ne pas trop faire confiance finalement dans les échelles de gris qui ne reproduisent pas finalement la densité de Hounsfield obtenue par exemple avec un scanner spiralé. Surtout quand on travaille sur des sites d'abord où on va avoir des durcissements du faisceau parce que vous avez des éléments métalliques qui sont proches de la corticale osseuse que vous avez besoin d'étudier par exemple. Et puis aussi dans des sites, par exemple, à 6 semaines, à 3 mois, où on a un tissu ostéoïde, et finalement, eh bien, le niveau de gris ne va pas trop vous enseigner. On dit toujours, les radiologues aiment bien dire qu'une image radiologique est toujours optimiste, et ça, il faut bien garder ça à l'esprit, parce qu'on peut avoir des déconvenus quand on va ouvrir le site par rapport à ce qu'on avait observé auparavant à l'image. Donc, on a des logiciels de planification qui peuvent en retour nous offrir des outils pour évaluer la densité de 1 à 4 selon la classification de Miche, donc densité 1 avec un os donc, qui est très dense, très corticalisé, et puis un os, et puis ensuite juste le type 4 fasciculé, ou un os sur lequel on aura une densité qui va être faible. Et on peut ici donc apercevoir à droite les images que nous rend le logiciel Simplant, et puis un plan studio. Et puis, il y a un autre logiciel qui est très intéressant, qu'on aime bien utiliser aussi de temps en temps, c'est celui de chez Megagen, pour ne pas le citer, qui propose ce qu'ils appellent un œil numérique, le Digital Eye, et qui permet de voir en couleur, de manière qui va nous aider finalement à mieux apprécier la densité osseuse qui aura été scannée. Mais la densité osseuse, pour une stabilité primaire, on va vraiment réellement l'apprécier que sur le terrain, donc en mettant votre implant. D'abord manuellement, et avec le torque. Selon les implants, en moyenne à 35 newtons, on va venir visser, mais les implants peuvent aussi être torqués jusqu'à 80 newtons, et même au-delà, et je fais un clin d'œil à Philippe Cayat. Seulement, cette stabilité, non seulement il va falloir l'obtenir pour poser une prothèse immédiate, parce que le pilier finalement implantaire, le pilier prothétique, il va quand même falloir le visser lui aussi à un torque recommandé par les fabricants en général à 35 newtons, ou sur des piliers multi-unites, donc lorsqu'on a besoin de faire de la prothèse plurale à 15 newtons, donc il faut quand même de toute façon visser cela, et ces piliers multi-unites eux-mêmes de toute façon doivent être vissés entre 20 et 35 newtons selon l'angulation et selon les recommandations. Et donc, il est hors de question de visser une prothèse si l'implant a une micromobilité importante. Et surtout, il va falloir en faire le suivi, parce que cette stabilité, on n'en a pas besoin qu'à J0, on en a besoin pendant toute la phase d'ostéo-intégration. Donc, il existe plusieurs tests. Donc on va d'abord passer outre tout de suite la radiographie, parce qu'elle ne permet pas d'évaluer la stabilité osseuse, elle ne permet que d'évaluer la qualité du niveau osseux et non la stabilité de l'implant. On peut passer outre aussi le test de percussion, parce que d'abord, c'est quelque chose qui est très opérateur dépendant. On va rechercher un petit bruit métallique qui va nous renseigner sur la bonne intégration de l'implant, ou un bruit sourd qui, au contraire, va nous dire qu'il y a peut-être un problème ou que l'implant n'est pas ostéo-intégré. Mais voilà, c'est très opérateur dépendant, et surtout, bon, ça ne renseigne pas si bien que ça, la sensibilité quand même est très faible. Alors le test ultime de référence, depuis 40 ans bientôt, c'est le test du torque inversé qui a été proposé par Roberts et ses collaborateurs en 84, et puis qui a été développé juste après par Johansson et Albrechtson pour les chirurgies en 2 temps. C'est un test qui est bien, qui est indispensable de toute façon pour évaluer la stabilité primaire, et en revanche pour le suivi, c'est une perte de chance. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas s'amuser à faire un torque inverse à 6 semaines où on risque de dévisser l'implant, un implant qui n'a rien demandé à personne, qui était en pleine ostéo-intégration, qui avait peut-être besoin d'un peu plus de temps, qui avait besoin de plus de 6 semaines, plus de 3 mois, parfois jusqu'à 6 mois. Et donc, si on réalise ce torque inverse, eh bien, on risque de simplement de léser cet implant, de le retirer, alors que ce n'était pas la peine. Donc, il existe un autre test, un autre outil que l'on utilise ici au cabinet, en tout cas depuis des années. C'est un test qui n'est pas invasif, qui est non invasif, et qui peut être fait surtout à n'importe quel moment de la vie implantaire. Ce test, c'est l'analyse de la fréquence de résonance. On l'utilise à la pause, en suivi, à la décision de la mise en charge, lors d'un retraitement, dans le cas d'une périimplantite, pour suivre un implant à risque. C'est un outil qu'on utilise au quotidien au cabinet, et pas seulement donc, sur les implants à risque, bien sûr. Et comment ça fonctionne? Eh bien, c'est un instrument qui va induire un petit courant, qui va induire avec un courant, en fait, un courant faible, une petite vibration sur un transducteur qu'on appelle un smart peg.
Donc ça ressemble à ça, c'est une petite pièce à main qui se présente ainsi, donc il en existe plusieurs, soit des filaires, soit des non-filaires. Et ces petits smart pegs, donc ces transducteurs, sont des instruments qui sont à usage unique, qui s'abîment assez vite. Il en existe, il y a des multiples variations. Chaque smart peg, en fait, il existe des smart pegs pour chaque plateforme implantaire, pour chaque plateforme prothétique, pour chaque diamètre, pour chaque gamme d'implants. Parfois, il se trouve que ces smart pegs peuvent correspondre à plusieurs implants, plusieurs gammes d'implants à la fois. Mais voilà, en tout cas, il existe un smart peg, en tout cas, pour chaque application, pour chaque implant. Et puis, il faut quand même faire attention parce que c'est un instrument donc, qui est à usage unique, qu'on ne va pas stériliser. De toute façon, il va s'abîmer si on le stérilise, j'en ai déjà fait l'expérience. Et il faudra faire aussi attention parce que si on va, par exemple, réaliser de multiples implantations au cours de la même séance, peut-être faut-il penser à utiliser plusieurs smart pegs parce qu'en finalement, au bout de 2, 3, 4 vissages, eh bien, le pas de vis va s'abîmer et la qualité en fait du test qui va être retourné ne sera plus bonne. Donc voilà, ça se présente avec une pièce à main où il peut y avoir aussi une sorte d'iPad, un appareil totalement indépendant qui est à disposition et qui permet de récolter toutes les mesures sur lesquelles on peut récolter également pas mal de data sur le patient et puis suivre ça de façon assez agréable. Comment ça fonctionne? Eh bien, le résultat en fait obtenu par cette pièce à main, c'est l'ASQ, ce coefficient de stabilité implantaire. C'est un score qui peut être mesuré de 0 à 100. En gros, à 70, on est dans le vert, on est bon. C'est une échelle qui n'est pas linéaire, on est sur quelque chose d'assez logarithmique. Un implant stable, en général, va tendre dans le temps vers ce score de 70. Donc, si vous faites des mesures mois après mois, année après année, vous verrez que ce score, qu'il fût à 90 ou qu'il fût à 65, il va tendre de toute façon vers les 70. C'est un score qui doit être interprété, en tout cas, pour chaque indication. On ne va pas l'interpréter de la même façon que l'on travaille pour une réhabilitation unitaire ou une réhabilitation plurale. Et c'est aussi un score qu'on va interpréter en fonction du timing. Un score qui est inférieur à 60 à la pose de l'implant, c'est pas si grave. Par contre, un score qui est, ça peut ne pas être grave. Par contre, un score qui est inférieur à 60 à 6 mois, là, on sait que ça peut poser problème. À moins de 60, on va se poser la question, en fait, finalement, est-ce qu'on va déposer l'implant ou est-ce qu'on va le mettre en nourrice? Évidemment, on ne va pas le laisser en nourrice si on a toujours un score qui est faible au bout de 6 mois. Ça ne sert à rien, on sait que l'implant ne va peut-être pas tenir. Par contre, s'il est inférieur à 60, peut-être, le seriez-vous. Et en tout cas, il ne faudra surtout pas le mettre en charge puisque c'est dans ce cas-là une contre-indication. Donc cette fréquence, elle va varier, en fait, il y a plusieurs facteurs qui vont faire varier ce score. On a d'abord l'enfouissement, la forme de l'implant, la densité osseuse, l'épaisseur des tissus durs, des tissus mous autour d'un implant, et donc la micromobilité en fait, de l'implant qui va être évaluée par cette analyse de fréquence de résonance, elle n'est pas la même si on va utiliser l'instrument en vestibulaire ou en mésial. Et on sait aussi même qu'avec les techniques flapless, ce score peut justement être augmenté parce qu'on a de la stabilité qui peut être, une meilleure stabilité qui peut être obtenue. Alors là, par exemple, je vais vous montrer un cas très simple, assez courant, donc le remplacement d'une 36 qu'on va venir retirer. Et puis, sous chirurgie guidée, l'implant va être placé. À partir de là, toujours, dans n'importe quel cas, peu importe la situation, que l'implant fût simple, de toute façon, tous les cas, aucun cas n'est simple en chirurgie implantaire, bien sûr. Chaque cas est singulier. On va visser ce petit transducteur, donc comme je vous avais dit, qui est adapté à chaque implant, mais qui peut aussi être adapté à des piliers prothétiques. On peut poser un pilier prothétique et puis par-dessus, alors selon la gamme du pilier, le transducteur est disponible ou pas, mais on peut aussi visser directement ce petit transducteur sur le pilier prothétique. Le score ne sera pas le même si vous essayez par exemple de mesurer cet ISQ, mesurer cette fréquence de résonance sur un implant et ensuite tout de suite après sur un pilier, vous risquez de ne pas obtenir le même score ISQ. On réalise une empreinte optique, une création d'une dual zone, et, avec un biomatériau de comblement osseux et un pilier dit SSA, qui a été développé par Carifinel, qui va être réalisé ici totalement en CFAO. Un autre exemple où finalement cette analyse de la fréquence de résonance va nous être très utile, un cas ici qui est quand même bien plus compliqué, où chez une patiente, on va devoir réaliser une extraction, implantation immédiate, réduction osseuse et mise en charge immédiate, donc de manière pour toutes les dents, pour toute l'arcade. C'est un cas compliqué, donc on va retirer toutes les dents,
Ici, donc, vous avez la planification où on va concevoir d'abord un premier workshop qui va être intégré dans notre logiciel de planification et où on va pouvoir déjà commencer à prévoir un guide de réduction osseuse. Ce sont ces fameux guides empilables, les stackable guides, qui vont nous servir un petit peu à tout, qui peuvent servir à la réduction osseuse, qui peuvent servir au placement des implants, qui, chez certains, peuvent être utilisés pour également placer la prothèse en immédiat. Donc ici, ce guide est imprimé avec une résine de grade médical et une fois mis en place, à ce moment-là, eh bien, on a un premier guide qui va nous servir en fait à placer ces petites clavettes en vestibulaire où le patient va venir mordre sur le guide. On retire ensuite ce petit guide de positionnement intermédiaire pour ensuite se servir de ce guide de base pour pouvoir réaliser, pour raser l'os au pied de zotome. Et une fois ceci fait, on va placer donc un deuxième guide par-dessus qui va nous servir à positionner nos implants. La chirurgie s'est bien déroulée, on a des bons torques, et pourtant, malgré un torque élevé, eh bien j'ai réussi quand même à poser tous mes piliers multi-units, donc les piliers coniques qui vont servir d'entretoise au bridge complet. On a un pilier qui est posé à 35 newtons, mais j'ai un ASQ qui va être faible sur un de mes implants. Qu'est-ce que je fais alors? Est-ce que je prends le risque? Avec ça, j'ai mesuré 36 fois. Est-ce que je vais prendre le risque? J'ai bien vérifié mes vissages, ça torquait bien. J'ai pris un transducteur neuf. Est-ce que je vais prendre le risque de mettre en charge cet implant, alors qu'en plus, tous les autres, finalement, vont bien? J'ai décidé, finalement, de ne pas mettre en charge cet implant. Et j'ai eu raison, je pense, de le faire. Donc ici, on a une interface en ligne que Hostel propose, qui s'appelle l'Hostel Connect, qui permet de suivre de manière assez agréable nos implants. Et donc, j'ai un de mes implants voilà, qui a un ISQ qui est faible. Donc, je vais le mettre, celui-ci, je ne vais pas le mettre en nourrice, on va simplement mettre une vis de cicatrisation. On va mettre tous nos autres implants en charge, et puis on va laisser donc cet implant bien tranquille, au chaud. Et puis, l'avenir nous montrera finalement qu'on a bien eu raison de ne pas poser cet implant, de ne pas mettre en charge cet implant, puisque l'ISQ mesuré quelques mois plus tard se révélera supérieur à 70 et donc éligible à une mise en charge globale sur nos 6 implants mandibulaires. Donc on a décidé de faire une prothèse sur 5 implants au lieu de 6, et j'en remercie en tout cas cette technologie d'avoir évité peut-être, je dis bien peut-être, une catastrophe, qui sait. Un premier cas clinique, ça c'est Romain. Romain, on le voit ici, il est en 2005, c'est un jeune homme qui a une dent géminée. Et ce jeune homme, eh bien, il vient à la fac pour un traitement pluridisciplinaire, pour lequel donc il va être décidé de faire un crown splitting et puis une endo, avant de commencer un traitement orthodontique qui finit comme ceci. Le garçon est très content après 2 ans, mais il se trouve que je le revois 12 ans après. Et Romain donc vient à mon cabinet pour une solution de facettes pour masquer 2 dents disgracieuses. Simplement, je n'aime pas la papille entre ces 2 incisives. Puis je n'aime pas non plus la position de la 12 qui est à côté, donc ces 2 dents ne sont pas vraiment éligibles à des restaurations par des facettes. Donc, ce que je n'aime pas dans cette papille me conduit à réaliser une radiographie, puis un cone beam, et puis je m'aperçois finalement qu'il y a une fracture dentaire qui est responsable donc de cette perte osseuse ici en distal, et donc cette dent est véritablement condamnée. Donc tout de suite, j'attrape ma caméra intraorale, mon outil numérique préféré, et puis tout de suite, je commence à penser à une implantation, extraction, implantation immédiate, et mise en charge immédiate. Tout ça va être planifié informatiquement pour passer le moins de temps possible dans la bouche du patient, le plus de temps possible sur l'ordinateur. On va procéder à une extraction virtuelle qui se fait avec un logiciel qui s'appelle Mesh Mixer, qui est un logiciel de CAD, de conception assistée par ordinateur, qui n'a rien à voir avec le dentaire, mais on peut l'utiliser évidemment pour toute autre application, et donc le dentaire. Et on va pouvoir effacer virtuellement donc, cette incisive, créer même une petite alvéole. Ces données, avec le cone beam, je vais les intégrer directement dans mon logiciel de planification, et puis commencer déjà à planifier mon implant. Je planifie mon implant, je design mon guide. Ici, ensuite, on a une vue vestibulaire. On a mis de la couleur, bon, ça n'a pas trop d'intérêt pour la chirurgie guidée, pour l'application, mais seulement pour la communication avec le patient, c'est toujours sympathique. Et on peut prévoir déjà même à l'avance notre pilier prothétique qui va être utilisé. Donc je peux déjà
sereinement à l'avance, commander mon pilier prothétique et l'indiquer à mon laboratoire. J'intègre maintenant mon laboratoire dans la procédure. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir déjà exporter virtuellement un scan body, un transfert d'implant totalement virtuel. Donc mon prothésiste qui m'attendra sur le pont le jour de la chirurgie, il sait exactement où vais-je poser mon implant, pas finalement très exactement, puisque je vous ai dit que la chirurgie guidée n'était pas 100% précise, mais ce scan body virtuel va lui permettre déjà d'anticiper le travail et de commencer la conception, en tout cas, d'une prothèse unitaire. Donc on va extraire cette dent, poser notre implant vraiment en moins de 2 minutes, toujours avec un bon appui, en tout cas, sur le guide chirurgical. Un implant, celui-ci, de mémoire, donc c'est un implant C1 de chez Misk, avec un torque obtenu à plus de 70 Nm/cm et un ASQ supérieur à 70. On va immédiatement poser un scan body. Et là, ce qui va être intéressant, c'est que je vais reprendre ma caméra intraorale, je vais réimporter l'empreinte que j'ai faite pour la planification quelques semaines auparavant, et je vais juste mettre à jour mon empreinte en scannant ce scan body, ce transfert d'empreinte numérique. À partir de là, je vais donc créer une dual zone, mettre une vis de cicatrisation le temps de la création de la prothèse transitoire. Cette dual zone va être protégée par un pansement coépaque. Alors bon, ça c'est quelque chose que j'ai tendance à ne plus trop faire aujourd'hui. Et à la place, je préfère faire donc ce fameux pilier SSA qui donc sera moins invasif en tout cas, qui sera moins contraignant pour le patient le temps d'attente de sa prothèse. Bon, c'est pas toujours très esthétique évidemment en intérieur. Pour la journée, c'est tout à fait acceptable. Et puis avec un masque aujourd'hui, malheureusement, c'est encore plus acceptable. Le prothésiste Clément ici reçoit l'empreinte par email. En quelques minutes, finalement, il va juste réadapter la position de l'implant par rapport au scan body que je lui ai donné à l'origine. Il va réadapter donc sa couronne provisoire, passer à l'usinage. Et on va obtenir donc cette magnifique couronne en PMMA qui va être collée directement sur une base titane. Et donc, on reçoit cette couronne provisoire à peine 3 heures après la fin de l'intervention et va être vissée dans de très bonnes conditions. La couronne va recouvrir entièrement donc l'alvéole habité par cette dual zone que l'on a créée avec un matériau de comblement osseux. C'est sans membrane. Sans membrane. Voici la radio rétroalvéolaire qui a été faite suite à l'intervention et un conduit de contrôle dans lequel on peut apercevoir donc la dual zone qui remplace donc ce gap vestibulaire, en vestibulaire de notre implant qui vient d'être posé. Ça, c'est la vue à J0, et ça, c'est une vue à J7. Donc évidemment, ça ne résout pas le problème de l'incisive latérale qu'on va venir à ce moment-là réhabiliter par un petit peu d'orthodontie et puis une facette qui aura été réalisée par David Raffneau, cette fois-ci pas en numérique, mais ce sera de la céramique, ce sera directement pressé. Vous voyez, on n'est pas non plus des ayatollahs du numérique. On sait évidemment apprécier le travail traditionnel. On n'est pas non plus totalement borné à utiliser des outils digitaux. Donc, cette dent va être réhabilitée donc, aux côtés d'une facette et un sourire donc réhabilité qui répondra aux attentes du patient. Ce qui va être le plus intéressant là-dedans, c'est qu'on a comparé le scan body virtuel que j'ai exporté à mon laboratoire tout à l'heure et le scan body que j'ai scanné à la fin de l'intervention. Et même si ce sont des résultats qui apportent beaucoup de satisfaction, ce sont des résultats qui sont faciles à obtenir quand on a un bon guide, quand on a bien préparé son cas, et surtout pour une dent, surtout pour un encastrement unitaire, un élément unitaire, pour un encastrement simple. Ici, on a une déviation qui est de 0,32 sur l'axe Z, c'est-à-dire le long de l'implant en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peut-être simplement placé mon implant un petit peu plus profondément que prévu. Je vous avais dit que la chirurgie guidée n'était pas 100% précise. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est que si j'avais décidé de réaliser, par exemple, une prothèse provisoire en amont, et de la coller directement, de la visser directement sur le patient après la chirurgie, je me serais retrouvé simplement avec une incisive trop courte. Et donc je préfère, c'est pour ces raisons que je préfère réaliser toujours une prothèse provisoire après la chirurgie, réaliser une empreinte toujours après la chirurgie et ne pas faire de placement réellement immédiat. Ici, un autre cas,
chez un jeune patient, un ancien fumeur qui était sevré depuis plusieurs mois, qui est dans son conscient, mais donc qui souffre d'une parodontite de stade 3, grade B. Et j'espère ne pas me tromper, les aficionados de la classification EFP me pardonneront. Donc on a fait une décision d'extraire, après la thérapeutique initiale, des 4 incisives. Ce sont des dents qui sont bien, ce sont des dents qui sont bien, qui sont belles, et ce qu'on va faire, c'est que comme un setup ortho, eh bien Clément, lui, va simplement segmenter les dents sur Exocad, et il va capturer chaque dent et puis créer sa propre librairie, sa propre bibliothèque de dents, totalement adaptée aux patients. Et donc on va passer de ça à ça. On va faire une réagression virtuelle, et on va se servir donc de cette planification avec toujours les mêmes dents, avec les dents du patient, pour choisir nos implants et savoir comment les positionner. Ici, donc, toujours pareil, on va importer d'abord le cone beam, le mixer avec l'empreinte surfacique, donc l'empreinte des dents. On va y intégrer le wax-up virtuel, puis choisir la position de nos implants. On a réalisé des alvéoles également virtuels pour pouvoir déjà commencer à anticiper les bombées de nos bridges, où là, on va décider finalement de poser 2 implants en 11 et 21. 2 implants en 11 et 21 avec 2 cantilevers, 12 et 22, qui vont être en cantilever. On peut choisir tout de suite déjà les piliers multi-unites dans le logiciel de planification. On peut commencer à les paralléliser. Donc, un logiciel de planification, ça ne sert pas, encore une fois, qu'à planifier les implants, mais à planifier véritablement la prothèse. Et donc, la plupart des logiciels de planification intègrent des bibliothèques de piliers prothétiques. À partir de là, on peut déjà commencer à choisir, que ce soit des piliers unitaires ou des piliers multi-unites, avec des piliers angulés ou des piliers droits. On peut déjà choisir la hauteur transgingivale. C'est réellement utile et c'est un gain de temps après parce qu'on n'a pas besoin d'aller ouvrir le tiroir, d'embêter son assistante dentaire, peut-être même d'induire peut-être une petite perte de confiance parce que si on est là à essayer 36 hauteurs devant le patient qui s'impatiente, bref, c'est pas toujours très heureux. Et donc, ce logiciel de planification implantaire permet d'aborder les chirurgies bien plus sereinement. Donc voici, et là on va, même chose, sortir des scan body virtuels et utiliser cette fois-ci un guide qui nous a été conçu par Twin Guide. Donc c'est une technologie qui a été développée par Twingis, où c'est un contre-angle qui va directement être guidé pour positionner nos implants. En image, voilà ce que ça donne. Donc on extrait les implants, on fait des extractions dites parodontales assez facilement, malheureusement, et puis on pose nos implants en quelques minutes. Il faut savoir qu'il est impossible de poser des implants à main levée, dans des positions ancien-enfouies. Voilà, parce que là, on va vraiment véritablement travailler à l'aveugle. Même en chirurgie guidée dynamique, en navigation, c'est impossible, parce que là aussi, on travaille à peu près à l'aveugle. On a du mal à contrôler finalement où est mon contre-angle, malgré un regard rivé sur l'écran d'ordinateur qui permet de voir le cone beam en temps réel avec mon contre-angle en temps réel sur l'écran d'ordinateur. Donc là, un guide statique est réellement obligatoire parce qu'on risque d'abord de glisser sur le long de la corticale palatine et puis de ne pas pouvoir bien apprécier finalement l'enfouissement des derniers millimètres de l'apex de l'implant dans l'os alvéolaire, donc qui est au-dessus de l'alvéole, maintenant inhabité. Voilà. Je ne suis pas contre, évidemment, la chirurgie guidée dynamique, qui a toujours, bien sûr, des indications, tout comme la chirurgie guidée statique a des contre-indications en fonction du site ou de l'implant à poser. Les implants sont posés avec un excellent torque et puis également un excellent ICU supérieur à 70. On réalise une empreinte optique tout de suite après, le patient attend et encore une fois, j'ai superposé les scan body virtuels préopératoires avec les scan body que j'ai scannés, dont j'ai fait l'empreinte post-opératoire. Bon, j'ai un placement qui est quand même parfait, mais on s'aperçoit finalement qu'il y a eu une petite bascule du guide. On voit que finalement que les scan body ne se superposent pas totalement. Ce sont des implants de 3-3, des implants narrow, de faible diamètre. Donc, ce sont des implants sur lesquels on va passer 1 ou 2 forêts seulement. Donc, c'est quand même assez one-shot. C'est impossible d'être à main levée, d'être aussi prédictible et d'être aussi reproductible. Et donc, malgré cette petite déviation, en tout cas, on a eu raison de réaliser, encore une fois, une chirurgie guidée pour placer ces 2 implants. Voilà. En tout cas, donc encore une fois, cette petite déviation, c'est pas grave. On a une excellente stabilité et puis on a un très bon résultat final que vous allez voir. Et là encore, un intérêt pour l'empreinte optique post-opératoire, puisque ce qui a été fait, eh bien, c'est qu'on avait, pour le test avec Clément, réalisé une prothèse en amont,
finalement, j'ai pu la viser que sur un seul des 2 implants parce que je ne sais plus pourquoi, j'avais peut-être décidé, on s'est remarqué c'est sur un autre cas, mais ici, comme on a une bascule, eh bien l'implant s'est retrouvé dans une position différente et mon multi-unit se retrouve dans une situation différente que celle qui a été programmée pour cette mise en charge immédiate. Donc, il vaut mieux faire une empreinte post-opératoire pour avoir un résultat fonctionnel et esthétique sûr. Alors, un guide, il faut savoir que voilà, il peut se basculer, mais il peut aussi se tordre. Ce n'est pas la qualité de la résine qui est en cause, ça peut être dû aussi au design du guide. Quand on a besoin d'une grande réhabilitation, il n'est pas inutile d'avoir un guide imprimé en métal qui ne bougera pas. Alors, ça reste confidentiel, bien sûr, en chirurgie guidée, mais c'est quelque chose d'assez pratique. Il n'y a pas de risque, il y a moins de risque de bascule, pardon. Le risque existe toujours. Et quelque chose donc, qui est assez pratique à utiliser. Pensez-y, donc il est possible d'utiliser des guides totalement en métal pour accroître finalement la stabilité du guide et donc garantir, en tout cas, essayer d'obtenir un meilleur résultat en termes de placement de nos implants. Donc c'est une intervention qui a été faite ici en quelques dizaines de minutes. Sur ce cas, on a essayé de la faire, donc la prothèse en avance, vous allez peut-être le voir. Ici donc, on extrait les dents assez rapidement. Bien sûr, elle est en accéléré, la vidéo. De simples incisions. Et puis là, voilà, ce guide qui est vraiment très intéressant, dans lequel vraiment le compte-rendu va venir se placer au travers du guide. Voilà, il n'y a eu qu'un ou 2 forages ici, toujours un contrôle rétro-alvéolaire. Le placement des implants va se faire directement au travers du guide, puisqu'on ne doit pas être à main levée quand on a une alvéole voilà, aussi grande, il faut être sûr de son placement. Réalisation donc du test de l'analyse des fréquences de résonance. On visse nos 2 piliers multi-units, et puis on va, voilà, je me suis aperçu, là, on voit rapidement que le premier bridge finalement n'allait pas, et on va à ce moment-là choisir de décider tout de suite de refaire une nouvelle empreinte. On téléphone à Clément, et puis qui va nous réaliser, donc je crois qu'il l'attendait quand même malgré tout, ces nouvelles dents provisoires, et puis en attendant, je fais juste tenir le temps de l'après-midi ce bridge provisoire uniquement sur un seul implant en lui disant de ne pas manger, de ne pas sourire, de ne rien faire. Voici le résultat final, c'est un résultat ici à J0, donc c'est quand même assez intéressant. Et puis surtout, j'ai eu la chance, c'est que j'ai reproduit l'overjet du patient, donc j'ai pas eu de problème d'occlusion finalement, et puis c'était son souhait de réhabilitation. Un dernier cas, parce que finalement j'ai déjà largement pas dépassé les 45 minutes qui m'étaient consacrées, c'est le cas d'un édenté total avec quelque chose de véritablement original. Le problème rencontré dans les cas cliniques où la finalité c'est de réaliser un bridge complet sur un plan, c'est qu'on a toujours soit la présence de métal sur toutes les dents qu'on va venir extraire, sur les dents résiduelles à extraire, soit au contraire on a une arcade qui est déjà édentée. Donc comment on va faire? On se retrouve dans des situations comme celle-ci, ou d'autres où finalement on va avoir énormément de rayonnement du métal, et il va être très difficile, sinon parfois impossible, de pouvoir matcher mon empreinte optique, ou du moins mon fichier STL qui va me servir ensuite à poser mon guide chirurgical, avec le scanner. Les repères sont quand même difficiles à lire. La lisibilité est compliquée, soit parce qu'on n'arrive pas à distinguer les tissus durs, quand on a des artefacts métalliques, soit parce qu'on ne peut pas distinguer les tissus mous entre eux. Et là aussi, le matching va être compliqué si on veut réaliser des guides à appui muqueux. Et donc, ce qu'on utilise très souvent à l'académie, eh bien, ce sont des Legos. C'est une solution qui a été développée par Philippe Demoyer. La brique de Lego, ce qui est génial, c'est que elle est parfaitement lisible sur un cone beam. Ce n'est pas une brique de Lego qui est baritée. Il suffit simplement de changer un petit peu, de bouger un petit peu les paramètres. Et là, on peut voir cette brique de Lego. Cette brique de Lego qui est reproductible. Vous prenez une brique de Lego qui a été faite il y a 30 ans et celle d'aujourd'hui, elles sont strictement identiques. Et on peut même comparer cette brique de Lego scannée ou sur un scanner avec une brique de Lego virtuelle. Très pratique. Donc ici, ces briques de Lego vont nous servir à parfaitement bien positionner un mock-up, un wax-up ou une prothèse en place qui va nous servir donc de guide pour placer nos implants par-dessus. Donc chez ce patient-là, qui possède donc en attendant une prothèse transitoire amovible, eh bien je vais en faire un duplicata. Et puis sur ce duplicata, je vais utiliser des briques de Lego. On va passer à quelque chose d'un peu plus traditionnel. On abandonne le numérique quelques instants. On va faire un rebasage OSS White.
Et ce rebasage va nous permettre en fait de stabiliser notre prothèse en bouche, et vous allez voir pourquoi. Je vais également placer une brique de Lego sur l'intrado de la prothèse, l'extrado pardon, de la prothèse du patient. Et cette brique de Lego, voilà, je la fixe avec un petit peu de pâte de Care. C'est suffisamment bon pour être bien stabilisé. Voici le résultat. Ensuite, il me reste d'autres briques de Lego à placer, et vous verrez comment on s'y appelle. Empreinte donc de rebasage. Empreinte de rebasage, donc oxyde de zinc eugénol, et on va placer l'implant, on va placer donc la prothèse soit en occlusion, soit donc on va bien maintenir en tout cas le matériau. Et là, très très important, il ne faut surtout pas désinsérer le porte-empreinte. Le porte-empreinte ou la prothèse en tout cas qui nous a servi de porte-empreinte. On va réaliser tout de suite le scanner avec. On réalise notre scanner avec, et puis on va s'apercevoir à ce moment-là que la brique de Lego est parfaitement bien visible sur notre scanner. À ce moment-là, vous pouvez bien sûr désinsérer le porte-empreinte. Première brique de Lego, donc déjà, qui va être utilisée pour notre planification implantaire. Ensuite, cette empreinte va être coulée. Elle va être coulée, on va ensuite tailler le modèle, on ne désinsère pas, on ne désinsère pas le porte-empreinte individuel ou la prothèse, un peu là comme vous voulez, mais surtout on ne désinsère pas le matériau, et on va venir commencer à coller 3 petites briques de Lego, 2 suffisent aussi parfois, mais on colle les petites briques de Lego sur ce socle. À partir de là, nous avons 4 briques de Lego, une toujours sur l'extrado et 3 sur les côtés du socle. On va poudrer le modèle, et puis on va le scanner avec un modèle de laboratoire, avec un scanner de laboratoire. On obtient donc un premier scan, et à ce moment-là, on va pouvoir désinsérer le porte-empreinte, et on va rescanner à nouveau le modèle édenté, toujours avec ces 3 mêmes briques de Lego. Et donc, ce sont des briques qui vont pouvoir ensuite être superposables sur notre planification implantaire pour savoir finalement où se situe la muqueuse, où se situent les dents, et où se situe finalement ce projet prothétique par rapport à notre cone beam. Et là, on va utiliser maintenant autre chose, qui est la stéréophotogrammétrie. Je vous invite à lire notre numéro qui est sorti en février dans le journal clinique, pour en savoir un petit peu plus sur cette technologie, qui est un complément indispensable pour nous à l'empreinte optique, car l'empreinte optique, malheureusement, à ce jour, et on espère bien sûr que ça sera quelque chose qui sera bientôt du passé, mais en tout cas, à ce jour, il y a trop de déformations quand on scanne des arcades dentaires. C'est complète, c'est trop opérateur dépendant, ça dépend évidemment de la caméra. Il y a des caméras qui se débrouillent plus ou moins bien, et en tout cas, vous avez aussi des praticiens qui se débrouillent plus ou moins bien, mais ce n'est pas reproductible dans le temps, on ne peut pas obtenir toujours une empreinte sans déformation sur des grandes édentations. Et donc, on va placer sur nos 2 multi-unités, parce que figurez-vous que ce patient, en fait, c'est un patient sur lequel on avait perdu les implants pendant le Covid, qui avait beaucoup décompensé, et chez qui il en restait 2, sur lesquels on a mesuré la fréquence de résonance, on avait toujours un score supérieur à 70, on a décidé de conserver ces 2 implants, et on avait retiré les autres implants. Donc on va se servir finalement de ces 2 implants pour poser notre guide. Et vous allez voir comment. On réalise une stéréophotogrammétrie, on va réaliser aussi une empreinte optique classique qui va nous servir à matcher la position des implants qui aura été obtenue par stéréophotogrammétrie avec la muqueuse, parce que la stéréophotogrammétrie, vous allez voir, ne permet pas d'enregistrer la muqueuse du patient, mais uniquement la position des implants entre eux. On intègre tout ça dans notre logiciel de planification, on superpose toutes nos briques de Lego, et grâce à cela, on va savoir en 3 dimensions exactement, dans les 3 dimensions de l'espace, on va pouvoir matcher notre scanner avec notre modèle. À partir de là, on va réaliser un guide chirurgical, et ce guide chirurgical, ce qui va être très original, c'est que vous avez 2 petits trous sur les côtés, ce sont des puits dans lesquels on va pouvoir venir insérer 2 vis pour multi-unit. Donc là, ici, on va utiliser simplement des vis, on peut utiliser des vis de prothèse, mais on peut très bien utiliser, c'est plus pratique, des vis issues de transfert pick-up, tout simplement. Dans ce guide, on va y insérer des douilles pour une plus grande précision. Ces douilles sont fixées donc au guide,
Et voici donc l'application clinique. Sur le patient, on va venir claveter les implants. On va venir claveter des clavettes, et puis on va venir fixer le guide chirurgical sur ces piliers multi-units. Cette chirurgie va se faire en flapless. On n'a pas besoin d'élever un lambeau grâce à l'abondance de tissus kératinisés que nous offre ce patient. Et en quelques minutes, nous allons pouvoir placer nos 4 implants. Les implants sont mesurés, on va analyser la fréquence de résonance également sur ces implants. On a un excellent score qui est obtenu donc, sur les 4 multi-units que l'on a placés entre les 2 résiduels. Et puis, donc, on va réaliser cette empreinte par stéréophotogrammétrie. Donc, ce sont des scan body qui sont en métal, qui sont très particuliers, et ce qui est véritablement incroyable, eh bien, c'est qu'en quelques secondes, j'ai bien en quelques secondes, et ça, vous voyez ça en temps réel, l'empreinte est réalisée. Alors, bien sûr, le temps d'intervention global reste toujours long, puisqu'il faut quand même mettre en place tout cela, il faut aussi scanner la muqueuse, mais la position des implants, en tout cas, est scannée en quelques secondes, il n'y a pas de perte de temps là-dessus, et on a des résultats qui sont excellents. On va intégrer tous ces éléments avec aussi un scanner facial. Et là, c'est Francesco D'Amilo, donc du laboratoire Design for Me, qui va superposer tous ces éléments en 3D et réaliser donc un bridge sur nos 6 implants que vous voyez ici, et qui ensuite a été usiné par le laboratoire Barret, par Romain. La prothèse est placée directement en bouche dès le lendemain sur des bases titanes. On préfère travailler avec quand c'est possible. Et voici le résultat obtenu. Alors en conclusion, eh bien, j'ai essayé de faire en un minimum de temps, j'ai dépassé largement les 45 minutes, de vous faire un petit panorama de ce que l'on peut réaliser aujourd'hui avec des outils numériques. Ces outils permettent de réaliser, surtout de simplifier nos mises en charge immédiates. Mon petit conseil, le take-home message, c'est adopter ces technologies, mais adoptez-les petit à petit. Ne déballez pas tout de suite l'artillerie lourde sous peine d'être submergé par une usine à gaz qui risquerait de vous décourager quelque part. Si vous n'êtes pas encore mis au numérique, eh bien, démarrez déjà par la planification implantaire. N'allez pas forcément à la chirurgie guidée tout de suite. C'est évidemment l'étape d'après. Et puis ensuite, l'étape d'après, peut-être passer à l'empreinte optique, de façon qui viendra à vous naturellement. Gardez bien en tête aussi que le numérique, elle permet de mieux traiter vos mises en charge immédiates, mais que ce n'est pas sans risque. Il y a toujours des erreurs qui peuvent se produire, qui peuvent s'accumuler à chaque étape de la préparation du traitement. Et en plus, chaque préparation du traitement est réalisée par un humain, donc c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi des erreurs. Mais le numérique, en tout cas, il va vous permettre de tout anticiper, de communiquer avec votre patient, de communiquer avec votre laboratoire, et puis de réaliser sereinement votre intervention chirurgicale. Voilà. Je vous remercie pour toute votre attention. Cette conférence elle a été préparée avec mon compagnon de route de l'Académie, Marc Baranès. Et merci encore à WH et à Hostel de nous avoir permis de nous exprimer sur ce sujet qui nous passionne. Et merci surtout à Jean-François et Romain Barret, à Clément Simonin du laboratoire Barret, à David Raffneau, à Francesco Zemilo de Design for Me, à Robertino Clément du laboratoire de l'Amador. Parce que sans nos prothésistes, eh bien, je ne fais que le répéter, nos cabinets et nos traitements ne sont rien. Merci. Nous sommes en live, alors il y a peut-être des questions qui vont me venir. Et sinon, vous avez notre adresse email ou contacter directement Dental Tribune qui pourra nous les faire parvenir. Alors, je recharge la page qui m'a été indiquée. Je crois qu'il y a des questions qui m'ont été adressées pendant la conférence et vous m'excuserez de ne pas les avoir lues car le temps m'était compté. Quelle est la valeur ASQ pour une mise en charge immédiate? Alors, pour une mise en charge immédiate, il va falloir retenir en fait 2 scores. Si on travaille en unitaire, il faut avoir un score qui est supérieur à 70. Mais attention, il faut avoir un ASQ supérieur à 70, ce qui veut dire aussi qu'on a eu aussi un torque d'insertion supérieur à 70. Et il faut surtout se fier au torque d'insertion plutôt qu'au torque final. Méfiez-vous toujours parce que parfois vous pédalez en fait dans la semoule quand vous allez visser votre implant et puis tout d'un coup, dernier millimètre, tac, ça passe. Non, ça reste quand même très fragile. Il faut quand même avoir plusieurs millimètres où le torque reste important. Et donc aussi un ASQ supérieur à 70, vous avez pu le voir tout à l'heure,
on se retrouve parfois avec des situations, ça reste assez rare, mais on a des situations où on a un bon torque, et malgré tout, un ISQ un peu limite, un petit peu limite. Quand on va travailler par contre sur des mises en charge immédiates pour de la prothèse pleurale, à ce moment-là, on peut se permettre d'avoir des implants qui ne sont pas à 70, et là on peut travailler avec des valeurs entre 60 et 70. Attention, entre 70 et 80, on a bien plus de différence qu'entre 60 et 70. Néanmoins, c'est un score qui est acceptable et qui a été étudié pour pouvoir, en tout cas, mettre en charge immédiatement une prothèse pleurale. En dessous de 60, dans toutes les situations, pas de mise en charge immédiate. Si par contre vous êtes en dessous de 60, ça c'est votre sens clinique qui va vous guider, hein. Est-ce que vous allez décider de laisser l'implant ou pas? Si vous avez eu un bon torque, mais que la SQ est faible, eh bien à ce moment-là, vous mettez en nourrice, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, ne chargez pas l'implant tout de suite et mesurez-le plus tard. Si vous avez vraiment un ASQ très faible, évitez de le mesurer au bout de 4-5 semaines parce que de toute façon, déjà rien qu'en décapuchonnant, en retirant la vis de cicatrisation, vous risquez peut-être aussi de dévisser votre implant. Attendez un petit peu plus longtemps. Si vous avez des scores qui sont déjà quand même largement supérieurs à 60, oui, là, entre 5 et 10 semaines, vous pouvez quand même, d'après mon expérience, retirer la vis de cicatrisation et mesurer la ISQ. Est-ce que je mesure la SQ sur tous les implants? Oui. Donc ça, c'est ce que je disais. Je ne le fais pas uniquement sur des patients que je considère compliqués, sur des cas à risque. Je le fais systématiquement sur tout. C'est un protocole, c'est une méthode de travail. Voilà, je pense, comme vous l'avez peut-être deviné aussi, tous nos implants sont guidés. Pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Est-ce qu'on explique la valeur ASQ aux patients? Oui, on l'explique. On l'explique parce que d'abord, c'est toujours important, que ce soit la SQ, que ce soit les outils numériques, c'est toujours très important d'impliquer le patient. D'abord, d'un point de vue médico-légal, vous obtenez quelque part un petit peu aussi son consentement, le consentement éclairé du patient. C'est pas juste une feuille à faire signer, c'est qu'un élément parmi d'autres. C'est très important de pouvoir montrer un petit peu toutes ces choses-là. Bon, d'abord, ça met aussi un petit peu en valeur votre cabinet, votre exercice, montrer que vous faites peut-être les choses différemment des autres. Je ne dis pas évidemment que ne pas faire la SQ, c'est mal, c'est un plus. Donc on montre cette machine, puis quelquefois ça les intrigue parce que ça fait bip bip, et puis ça fait des jolies couleurs. Bon, là c'est un truc de démo, je pense que ça va faire tout rouge. Non, ça marche pas. Jérôme Bonaldi, on m'appelle. C'est rouge. Voilà, c'est juste un transducteur de test qui est fait exprès pour sonner un rouge. Bref, en tout cas, on montre ça aux patients, ça l'intéresse toujours, tout comme on montre nos chirurgies guidées aux patients, c'est-à-dire qu'avant, en consultation préimplantaire, donc une dernière séance pour tester le guide, une dernière séance pour faire signer le consentement éclairé ou pour remettre une ordonnance préimplantaire, eh bien, on montre aux patients à quoi va ressembler le guide chirurgical. Voilà, comme ça, il est prêt, il sait ce qu'il va avoir en bouche pendant quelques minutes. On lui explique. Donc tout ça, c'est les éléments de communication. On montre la SQ aussi, on montre qu'on va suivre. Et lorsqu'on rend des comptes rendus opératoires, eh bien, on rend la feuille de route de la planification, et puis on rend aussi un compte rendu qui est généré par le site Hostel Connect, donc un petit PDF, et qui rend donc aux patients et aux correspondants donc une feuille avec toutes les indications sur le patient, sur les conditions de pose. C'est une feuille que l'on peut annoter, et les scores obtenus à la pause et au suivi avant de rendre le patient à son correspondant pour qu'il puisse faire la mise en charge. Pas d'autres questions? Bon, eh bien écoutez, merci de nous avoir suivis, merci de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous, j'espère très bientôt, en tout cas avec l'Académie de chirurgie guidée, et merci encore à WH et Hostel de leur confiance, et je vous dis à très bientôt.